Amis supporters, amis Gunners, bien le bonjour ou le bonsoir, tout dépend à l'heure où vous écouterez ce podcast. Bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Arsenal French Club, pardon. Aujourd'hui, nouveau podcast, on est en pleine période mercato, un mercato qui est quand même relativement calme pour le moment. Mais on a souhaité, avec Meshad, faire un petit point des arrivées et des départs qui sont déjà actés, et puis des différentes, comment dire, des différentes possibilités, des rumeurs, etc. Et donc, du coup, je l'ai dit, bonjour Méchad, bonsoir Méchad, pardon, vu l'heure où on enregistre. Bonsoir Raoul, je te laisse. Méchad, tu vas bien? Je vais très bien. Je te laisse avec plaisir l'animation de ce podcast. Voilà, tout Et c'est simplement. toujours un honneur, pardon. Ouh là là, j'ai pris ta place à l'animation et je bafouille comme toi. Je ne bafouille plus, tu remarqueras. C'est vrai. Et pour ce podcast, Méchad et moi, on a le grand plaisir d'avoir un spécial guest. On a eu Lucas il n'y a pas très longtemps qui nous a parlé de la nouvelle charte graphique qu'il avait mis en place. Et puis là, du coup, on avait décidé de mettre à l'honneur un autre membre de l'assaut. C'est quelqu'un que vous ne voyez que très et trop rarement, que vous entendez trop rarement. C'est quelqu'un qui avait partagé un podcast avec nous, le podcast de débrief. Et c'est quelqu'un que vous avez plutôt l'habitude de lire. C'est l'un des rédacteurs du site internet Arsenal French Club. J'ai nommé Louis. Louis, bonsoir. Salut à tous, salut Raoul, salut Mechad. Beaucoup d'honneur, hein, introduction très honorifique. Ouais. Donc je te remercie de ton invitation. Effectivement, je suis très content de parler pour une fois plutôt que d'écrire. Ça va me changer un peu de mon quotidien. Je me Et permets non, mais je c'est me permets vraiment une un. remarque quand même, Raoul. Oui. C'est que, bon, on l'a pas entendu beaucoup parler. Le peu de fois où on l'a entendu parler, il a parlé de Raya et je peux te dire que c'était pas. Mais c'est là où Alors on a longtemps hésité à ce soir, l'inviter ce quand même. soir, ce soir, Raya est le banword. Je n'en parlerai pas ou très très peu. Et mais qui te dit que moi, je vais pas en parler? Ah, mais ça a été risqué péril. Moi, voilà, je vais essayer de me contenir. Ah, je rigole bien sûr. Donc ouais, bienvenue Louis. C'est vraiment un plaisir pour nous que de mettre à l'honneur comme ça des gens qu'on n'a pas forcément. C'est vrai que Richard, Méchad ou moi, on a ce privilège d'être entendu par les gens. Ils ne nous voient pas non plus, mais c'est comme si on était un peu la voix de l'assaut. Et mais toi, tu es ben, l'une des plumes de l'assaut. Et c'est vrai que sur des podcasts de débrief de match en plein championnat, c'est plus compliqué de faire des focus sur des bénévoles de l'assaut. Et bah, la trêve permet de le faire. Donc c'est avec un grand plaisir que on t'a proposé de participer à ce podcast. Plaisir partagé. Et bien entendu, ben, si déjà tu es le spécial guest, je vous propose de faire connaissance avec Louis. Et bah, ici, vous savez que nous, on est très, on est très francs. Moi, Louis, j'ai discuté avec lui une fois. C'était lors du podcast de débrief. On n'a jamais échangé en privé ou quoi que ce soit. Euh, J'aurais bien aimé le faire, mais dès l'instant où il a été pro Raya, de toute façon, il était dans mes spams. Donc voilà, je Aïe, aïe, pense que aïe, Méchad, pareil, on a deux cartes SIM. Voilà, tu étais dans la carte SIM des spams. Donc on se connaît pas beaucoup. Méchad, je pense que tu le connais très peu également. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, c'est l'occasion de te découvrir, Louis, puis de te faire découvrir bah, que les auditeurs puissent te découvrir également. Du coup, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Et Lucas, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors non, moi c'est Louis, attention. Louis, pardon. Oh là là. C'est pas Bon, tu grave, c'est t'appelles pas pas. Et grave. il s'appelle pas David, ça va. Donc Louis, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Voilà, bah, du coup, moi c'est Louis, j'ai 27 ans. J'habite à Lille, dans le nord de la France, ville très grise de par le temps, où on voit pas beaucoup le soleil, mais on fait avec. Je suis dans l'assaut depuis à peu près, je crois, un an et demi. Ça va bientôt faire 2 ans, je pense que j'y suis à peu près dans l'assaut. Je suis fan d'Arsenal depuis tout petit. Mon premier maillot de foot, je crois que c'était un maillot d'Arsenal. Donc c'est comme ça que je suis un peu tombé dedans.
Voilà, que dire de plus? J'ai joué très longtemps au football, pendant à peu près 15-20 ans. J'ai arrêté que très récemment quand je suis arrivé à Lille, où j'ai dû bouger un peu de ma ville d'origine. Donc c'est comme ça un peu aussi que je suis rentré dans l'asso, c'est que j'ai arrêté le foot et je voulais quand même garder une petite connexion avec le foot quelque part. Et comme j'aimais bien écrire et j'étais déjà pas mal actif sur la page Arsenal French Club où je lisais les articles, etc., je me suis dit, bah, pourquoi pas postuler et tenter ma chance. C'est comme ça que je suis rentré dans l'asso. Donc voilà, je suis toujours énormément fan de foot, plus particulièrement d'Arsenal, mais grosso modo, oui, oui, très très grand, friand de foot. Ma copine dira un peu trop. Moi, je dirais que je suis raisonnablement fan de foot, mais voilà, donc très très gros suiveur d'Arsenal depuis maintenant une quinzaine d'années, et bah, je suis très heureux d'être dans l'asso, je suis très heureux d'écrire des articles, et je suis très heureux de discuter avec vous ce soir. Trop bien. Eh ben, plaisir partagé. Tu fais quoi dans la vie, Lucas? Non, t'as encore dit Lucas. Oh, Si tu veux, sinon on peut non, m'appeler mais Lucas tout le pardon, long de tu la fais soirée, quoi dans hein. la vie, Louis? Pardon, excuse-moi. Alors, je travaille pour une grande enseigne de bricolage qui se nomme Leroy Merlin, où je travaille un peu dans l'IT, dans le marketing digital. Donc, je travaille dans cette grande enseigne qui est originaire du Nord, donc pas très très loin de chez moi. Donc, j'ai toujours un peu l'habitude de travailler dans tout ce qui est le monde IT et digital. Donc, ça me permet un peu de réécrire des articles, ça me permet un peu de mêler l'utile et l'agréable. Donc, c'est plutôt cool. Ok, et tu disais que tu as déménagé sur l'île pour des raisons soit privées, soit professionnelles. Tu es originaire d'où, du coup? Alors, je suis originaire d'un petit village pas très loin de Valenciennes, grosso modo. Ah, Valenciennes-les-Normes. tu restes dans le nord, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Je ne suis jamais sorti de la frontière des Hauts-de-France. Donc, oui, oui, j'étais avant originaire d'un petit village à côté de Valenciennes et j'ai dû bouger bah, pour des raisons professionnelles à Lille. Et c'est là où j'ai commencé à travailler, fait mes études, etc. Donc, je suis arrivé à Lille pour mes études et j'y suis resté bah, post-études et pour commencer à travailler, tout simplement. Et en tant que Jean du Nord, tu es plutôt lillois, lensois, valenciennois au niveau du foot? Alors, Valenciennois, non, pas trop. Enfin, je me tiens au courant quand même parce que j'ai habité un petit bout de temps à Valenciennes. J'habitais pas très très loin du stade, donc je me tiens au courant. Mais non, on va dire que depuis tout petit, je suis quand même majoritairement lensois, pardon. Mais pour autant, je n'ai pas une haine profonde envers Lille. Je vais souvent voir des matchs au LOSC, etc. Je suis pour une suprématie régionale au niveau national. Donc, je suis très content quand Lens et Lille gagnent, quand les deux vont en Coupe d'Europe et quand les deux font de très bons matchs. Donc, non, là-dessus, mon cœur est lensois, mais pour autant, je n'ai pas une haine de Lille. Et tu Alors, parles pas petite comme Joe. anecdote. T'as pas l'accent comme Joe du Nord, là. Non, c'est vrai. Si tu veux, je peux faire le podcast avec l'accent du Et Nord, ton mais accent ça du va être Nord, ton compliqué. imitation, Méchal, elle est dégueulasse. Bah, je te ferai dire que c'est pas vrai, parce que quand je vais dans le Nord, on me prend pour un Nordien, j'allais dire. Pour te dire à quel point c'est moi qui suis bourré, je pense. Euh, non, non, c'était une blague, évidemment. Je fais des petites blagues comme ça. Moi, je suis le sniper du podcast aujourd'hui. Alors, je vais dire petite anecdote qui n'intéressera vraiment personne sur le podcast, mais je vais quand même la dire. Moi, je viens d'une petite ville dans le nord-est de la France, et ce petit club qui évoluait à l'époque en National 3 et qui vient de remonter en National 3, on a quand même éliminé Valenciennes deux fois en Coupe de France. Ah oui, c'est quoi ta petite ville? Sarreguemines. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes venu C'est deux vrai. fois chez nous et on vous a tapé deux fois. Eh ben voilà. Voilà, c'était donc voilà. N'hésitez pas à C'est- dire que vous vous foutez complètement de ce genre d'anecdotes. Ça a Je peut-être continuerai quand même à en donner. Ouais, franchement, ça, c'est- ça a franchement, peut-être précipité la chute de Valenciennes d'ailleurs, hein. C'est peut-être cette double défaite en coupe qui a. Bah, la deuxième défaite qui était là récente, je crois qu'ils descendaient en. Non, on les a joués trois fois, on a gagné deux fois et ils sont venus l'année dernière jouer en Coupe de France. Ils ont gagné, mais ils sont malheureusement descendus. Donc voilà. Et n'empêche, Michel, je sais pas si tu l'as noté, mais c'est le deuxième, donc après Lucas, qui s'est dirigé vers Arsenal grâce à un maillot de foot. Je sais pas si vous vous rappelez ou ou Louis, toi tu avais écouté le podcast qu'on avait fait avec Lucas, mais il nous racontait à peu près la même anecdote qu'il avait eue à l'époque. Son premier maillot de foot, c'était un maillot d'Arsenal. Et que donc du coup, c'est comme ça qu'il a essayé de s'intéresser à l'équipe, qu'il a vu que l'équipe avait des résultats. C'était en 2006
2006, l'année de la finale. Et c'est comme ça qu'il est devenu fan d'Arsenal. Donc, n'empêche, mine de rien, l'importance des maillots. Alors, Ah oui, c'est sûr. avec les maillots dégueulasses qu'on fait en ce moment en away, on risque d'avoir moins de supporters, je crois. Mais, Mais apparemment, il mais en plaise tout cas, plutôt, j'ai vu qu'il plaisait plutôt pas mal, que le maillot, ouais, là, le noir, il plaisait plutôt pas mal, apparemment. Donc, ouais, bah là, après, encore une fois, avoir porté. Alors, déjà, il y a le maillot, moi, j'ai vraiment du mal pour l'instant, mais le jogging qu'ils ont fait dans la même gamme, noir, un peu de blanc, gris, oh là là, non, non, bon. c'est très compliqué. Euh, Louis, je te propose de, comme je l'ai fait avec Lucas, de répondre à un certain nombre de questions du tac au tac pour voir un petit peu. Alors, j'ai volontairement enlevé certaines questions, notamment celle Ramsdale vs Raya, parce que Dommage. ta réponse ne m'intéressait pas Il dit Ramsdale. C'est, j'aurais dit Ramsel parce que je n'ai plus le droit de prononcer d'apporter le mot. de prononcer le mot dont celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Ah, mais malheureusement. Ok, très on bien. va Et réussir, du on va coup, réussir, on va réussir à faire que ce gardien devienne remplaçant. Je te le dis, mec. C'est une cabale. allez, on y va, c'est parti. Louis, très rapidement, Highbury ou l'Emirates? L'Emirates. Je n'ai jamais Wenger connu ou Highbury. Arteta? Wenger. Havertz ou Gabriel Jesus? Ouh, compliqué. Mhm. Gabriel Jesus. Très bien. Cette année, gagner la PL ou gagner avec des champions? Gagner la PL. Saliba ou Campbell? Saliba. Tottenham ou Chelsea? Celui que je déteste le plus ou que j'apprécie le plus? C'est ça que tu détestes le plus, alors. Bah, alors, je vais dire Tottenham, du coup. Ok, le maillot Away 2023 ou le maillot Away 2024? Allez, 2024. Ok. Manchester United ou Tottenham? Pareil, celui que je déteste le plus, du coup. Ouais. On va rester sur Tottenham quand même, hein. Dernière question. Le GOAT d'Arsenal. Thierry Henry. Cœur sur toi. Allez, question subsidiaire. Ramsdale ou Raya? Raya. Non, je Putain, rigole. l'enculé. Pardon. Excusez-moi. Il est sorti. Ah, il est sorti de très très loin celui-là. Ouais, je Incontrôlable. suis désolé s'il y a des enfants en turc qui nous écoutent. Incontrôlable. Il est sorti du fin fond il est sorti du fin fond de ton âme celui-là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est horrible. Ah, je suis désolé. Non, non, en vrai, ouais, compliqué de choisir. Compliqué de Ouais, choisir. Je vais dire, le personnage de Ramsey est plus attachant, mais Raya a quand même beaucoup apporté cette saison, donc c'est compliqué de faire un choix entre les deux pour le ouais, bien moment. sûr. De toute façon, bientôt, on n'aura plus le choix à faire, donc voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur le mercato actuel, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, Louis, comment, en tant que rédacteur, notamment, tu as sorti quand même une paire d'articles, mais tu as sorti 4 articles sur le mercato, qui sont plus des articles pour l'instant, on va dire très factuels, ligne par ligne, qui risquent de partir, pourquoi l'un a pris la place de l'autre, et c'était plus un bilan, on va dire, qui amène à des suggestions de mercato. Mais de façon générale, sur la saison, une fois que la saison elle a commencé, ou même sur les périodes estivales où il y a quand même de l'actualité à suivre, tu peux un peu nous expliquer comment tu procèdes? Je pense que les autres rédacteurs doivent procéder de la même façon, mais pour rédiger, puis c'est quoi le mode de fonctionnement de la rédac sur le site internet? Est-ce que vous partagez des sujets? Est-ce qu'il y a des spécialistes plutôt mercato, des spécialistes plutôt, je sais pas moi, économie? Comment vous fonctionnez, comment fonctionne la rédac? Bah, en fait, c'est plutôt assez simple. On n'a pas forcément, enfin, chaque rédacteur n'a pas vraiment un domaine ou un sujet de prédilection. On marche un peu au feeling et un peu au coup de cœur sur un sujet, c'est-à-dire que
En se baladant sur les réseaux sociaux, on peut trouver un thème qui nous branche, etc. Et du coup, là, on annonce aux autres rédacteurs qu'on travaille sur un article comme ça. Par exemple, moi, j'ai fait les 4 articles sur le mercato parce que le domaine du mercato et le sujet du mercato est un sujet qui m'intéresse et que j'aime bien travailler. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui ai pris notamment le sujet du mercato, mais après, non, on n'a pas vraiment, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment de domaine. Alors, soit on traite des sujets d'actualité, où là, on va traiter vraiment un fait qui est arrivé très récemment, soit on va reparler d'un sujet qui est arrivé il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 20 ans, où on fait une espèce de retour dans le passé. Donc, ce qui est important quand on écrit un article, c'est d'apporter du factuel, donc des faits, mais aussi de savoir les analyser et les appuyer. Moi, j'aime bien souvent analyser quand même les choses, pas forcément retranscrire que uniquement ce qui s'est passé. J'aime bien aller beaucoup plus loin, analyser, etc. C'est pour ça aussi que du coup, le mercato me plaît parce que ce sont des articles qui sont souvent très longs à écrire, qui sont pas évidents. Il faut chercher des infos, il faut chercher des déclarations, il faut chercher des profils, il faut chercher des datas, etc. Mais c'est des sujets vraiment qui me plaisent, mais ce sont des sujets aussi qui sont ouais, très pas évidents à écrire, qui peuvent prendre beaucoup de temps et souvent on peut se perdre un peu dans l'écriture et finalement jamais arriver à clore un article. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai découpé les articles Mercato en 4 articles parce qu'au départ, je voulais faire tout sur un article et rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'était pas possible parce que ligne par ligne, il y avait trop de choses à dire, il y avait trop de profils à présenter, trop de data à montrer, trop de choses à démontrer, etc. Donc, c'est beaucoup de recherche personnelle, de recherche fastidieuse, de veille un peu, comme on dit, informationnelle et technologique. Trouver les bonnes infos sur Twitter. Alors, depuis que j'écris les articles, je n'ai jamais autant utilisé la barre de recherche Twitter avec des mots-clés. Ça permet de trouver des déclarations. Il y a beaucoup aussi de comptes qui font du scouting, etc. Dans le cadre du mercato. Donc, c'est comme ça aussi que j'arrive à choper des infos et à démontrer mes points de vue. C'est surtout ça qui est important, c'est surtout de prouver, de démontrer notre point de vue et pourquoi on pense que le point de vue peut fonctionner et pourquoi l'équipe aurait besoin de ça. Et ce qui est important, c'est ouais, surtout de le prouver, d'argumenter. Ça, c'est le plus important. Putain, il est beau. Et il est bon, hein, Michel. Ouais, bah oui. Bon, Il aime allez, Raya, il y a mais, du niveau, quand il même. aime Raya, mais il est bon. C'est ça le problème. Comment- Non, mais tu vois, comme quoi, des fois, il peut y avoir des anomalies hein, dans la machine. Ah, la vie est bien faite, hein. Quoique. Louis, t'as déjà vécu une expérience de supporter à Arsenal? Oui, tout à fait. J'y suis allé 2 fois, 3 fois, pardon, 3 fois. Ok. Donc oui, oui, la dernière fois, c'était l'année dernière contre Brentford en février. Et avant ça, c'était il y a à peu près 10 ans. Ça fait alors j'ai un bout de temps que je suis pas allé entre les deux. Mais oui, sinon avant, c'était pour mon anniversaire en fin d'année où c'était un magnifique Arsenal-Chelsea 0-0. Ouais. Bon, bah, t'as connu. Quand tu y vas la première fois, je crois qu'en fait, le résultat, bah, tant qu'on perd pas, ça va encore. Mais quand tu y es déjà allé, que tu t'as plus ce côté découverte du stade, etc., et que tu vois une purge, c'est. Bon. Ouais, Non, mais c'était c'est vraiment compliqué d'avoir des places déjà. Je sais pas comment tu avais fait. Je pense que tu es Ah un oui, Red oui, Member c'était. aussi. Oui, oui, tout à fait. J'avais pris un Red Member à l'époque pour être dans la fameuse billetterie. Et après, bah, c'est au petit bonheur la chance, hein. Ça se vend comme des petits pains où il faut être connecté au bon moment, avoir les bonnes places, etc. dans la file d'attente. Et puis après, faut croiser les doigts. Ok. Messieurs, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Si tout le monde est Allez. prêt. Et Méchat, je te laisse introduire cette vraie partie du podcast. Et oui, bah non, bah déjà très intéressant et c'est bien d'avoir Louis aujourd'hui parce que de fait, on voulait faire un point sur le mercato parce que c'est aussi la période un petit peu excitante avant le début de la saison et donc revenir sur les différentes rumeurs qui sont autour du club. Déjà, parler des départs que le club connaît. Donc, Louis, tu me contredis hein, si jamais je dis une bêtise, mais Nuno Tavares, aujourd'hui, est parti à la Lazio avec une obligation d'achat. Donc, c'est ciao, merci pour les services rendus. Tout à fait. Euh,
Lokonga, qui est parti en prêt à Séville. Encore un prêt, effectivement. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'obligation d'achat. Et niveau départ, finalement, c'est tout, hein. Oui, pour le moment, c'est assez calme, en effet, dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées, pour le moment. Dans le En sens des termes arrivées. de, en termes de grands noms, oui, parce qu'après, il y a pas mal il y a pas mal de jeunes qui sont partis, notamment un gardien qui s'appelle Okongwu, qui est parti, qui avait été prêté à Wrexham. Et je pense que les amateurs de foot qui ont Disney+, connaissent ce club-là. Je pense que ça vous parle aussi. Oui, c'est par rapport Le club qui a été racheté par Ryan Reynolds et Tout à fait. l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Le documentaire, il est vraiment, vraiment super intéressant. Et effectivement, ce jeune gardien avait été prêté à Arsenal et depuis le 1er juillet a été transféré définitivement, gratuitement d'ailleurs, et donc n'est plus dans l'effectif. Et puis après, il y a quelques jeunes où il y a eu des fins de contrat, etc. Mais il y a pas de grand nom. Après, Tavares, ça fait quand même 3 ans qu'on l'a pas vu. Il a fait 1 an à l'OM, il a fait 2 ans à Nottingham Forest. Ce sont des jeunes sur lesquels on avait misé, parce qu'il a que 24 ans, hein. C'est comme l'autre qui part à Séville, hein. Ils ont tous les deux 24 ans, mais voilà, des joueurs qu'on a pris et qui malheureusement n'auront pas percé. En tout cas, pas chez nous. Parce que la saison de Tavares à l'OM, elle est pas dégueulasse, hein. Alors, elle est pas excellente, mais je dirais, elle n'était pas au niveau d'un Saliba qui avait été prêté là-bas. Mais voilà. Donc, Oui, il avait fait une saison correcte, mais dans le problème de Tavares, c'est que à quel moment on s'est dit que son profil allait coller avec ce ouais. qu'on attendait de l'équipe, quoi. Pour moi, c'est un peu du gâchis de temps et un gâchis d'argent parce que, alors foncièrement, je ne pense pas que le joueur soit un mauvais joueur. Je pense qu'effectivement, il a vraiment un profil de piston dans une défense à 5, mais du coup, c'est un profil qu'on utilise enfin, pas du tout. Donc, c'est un recrutement qui pose question. Encore Lokonga, bon, on avait quelques espoirs parce qu'il sortait d'une très bonne saison en Belgique. C'était un nom qui commençait à se faire un peu dans le championnat belge, etc. Donc, bon, peut-être que la marche a été trop haute d'un seul coup. Il a aussi pas mal été embêté par les blessures. Mais après, oui, Tavares, en termes de profil, c'est quand même un petit point d'interrogation sur la pertinence de ce profil. Et du coup, bah, c'est un joueur qu'on aura traîné, comme tu as dit, pendant X saisons. Et on va enfin réussir à s'en débarrasser, entre guillemets, avec une option d'achat obligatoire. Je sais plus à combien elle est pas très élevée, mais le principal, c'est que... Bah, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé l'info du montant, mais je pense que ça, elle a pas dû trop chuter non plus. Mais voilà. C'est surtout aussi qu'à gauche, c'est quand même maintenant. À Arsenal, en tout cas à l'instant à laquelle on parle, c'est très bouché quoi, parce que il y a potentiellement Timber, Zichenko, Tomiyasu, Calafiori, excusez-moi, mon italien est très mauvais, arrive parce que ça c'est la grosse rumeur pour le coup, enfin plus qu'une rumeur, hein, c'est très très chaud pour son arrivée à Arsenal. C'est pas encore officiel. Enfin, ça fait encore quelqu'un à gauche et donc effectivement et Tierney qui revient. Donc autour de tous ces joueurs, Nuno Tavares, il a absolument pas sa place. Donc il fallait s'en débarrasser. Et on en revient toujours à la même chose avec Arteta, c'est quand tu bosses pas assez, quand tu n'es pas suffisamment sérieux à l'entraînement, bah tu fais pas long feu. Et tu fais pas, même pas long feu en tant que remplaçant, parce que tu apportes une mauvaise ambiance ou une mauvaise dynamique au groupe. Alors moi, j'ai un souvenir du dernier match l'un des derniers matchs de Tavares avec l'Arsenal où il avait pris le bouillon, il était sorti, je sais plus, je crois même avant la mi-temps Oui, c'était en Cup, je crois. C'était quand on jouait avec les fameux maillots blancs, il me semble, non? il avait fait une Euh, passe en retrait, c'était compliqué. Il était tout seul, il mettait la balle en corner. C'était tu sais, c'est le genre de match pour un joueur où franchement, tu as de la peine, t'arrives même pas à l'insulter. Tu dis qu'en fait, il est vraiment dans un jour sans. Et tu te dis, waouh, ça va être très, très compliqué pour lui. À noter aussi qu'au niveau signature qui a été acté, puis alors du coup, j'ai quand même un petit peu bossé. Vivement d'ailleurs, Richard, les débriefs de match parce qu'ils sont faits à l'arrache. Là, ce genre de podcast, faut le plus les bosser, c'est un peu plus chiant. Mais quand j'ai lu et relu certains de tes articles, Louis, dans la partie 4 sur 4 qui est un focus sur la partie goalkeeper, mhm. l'un de tes derniers paragraphes parle d'un jeune de 18 ans qui vient de l'Ajax et tu dis que c'est l'une des pistes pour l'académie en préparant l'avenir, etc. Et en fait, j'ai vu que Tommy Setford, ça y est, c'est fait.
pour à peu près 1 million d'euros. C'est un gardien. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. C'est là où on voit la profondeur de tes recherches, Louis. Mais c'est un gardien anglais qui évolue à l'Ajax et qui vient de signer. Alors, il a déjà 20 ans. Mais dans les différents articles que j'ai pu trouver sur les médias anglais, il parle comme quoi il rejoindrait l'académie. Même si à 20 ans, ça me paraît quand même déjà bien âge avancé pour rejoindre l'académie. En tout cas, voilà, on a signé probablement qu'on a avec Tommy Setford notre gardien numéro 3. Est-ce que Oui, tu c'est ça. peux? Ah, c'est sympa. Oui, c'est ça. Alors effectivement, je le connaissais pas du tout avant qu'il rejoigne Arsenal parce que effectivement, il était à la réserve de l'Ajax. Donc, à moins de suivre de très très près la réserve de l'Ajax, c'était compliqué de le connaître. Mais oui, effectivement, en écrivant l'article, je me suis rendu compte quand même que c'était un gardien qui était pas mal coté auprès des gardiens qui sont assez jeunes et des gardiens anglais. Donc en effet, comme tu l'as dit, c'est pour rejoindre l'académie dans un premier temps. Alors oui, il a déjà 20 ans, mais les gardiens, souvent, ça peut éclore assez tard. Donc là-dessus, je m'en fais pas Ouais, trop. non, je Après, parlais plus du niveau 20 ans académie, tu vois. Académie, ouais, voilà, il est je plus, te il est dis, effectivement sur la toute Wenger les fin recrutait de. bien plus jeunes. C'est sûr. Là, il est vraiment sur la toute fin de sa formation. Je pense qu'il va faire peut-être aller 1 an à l'académie et après essayer de passer pro. Mais oui, après gardien numéro 3 alors je t'avouerai qu'en ce moment, ce qu'on fait sur le poste de gardien, c'est un peu le flou artistique. Parce que du coup, on parle du jeune de Setford, on parle du gardien de l'Espagnol de Barcelone, on parle d'un potentiel numéro 3 alors le deuxième gardien de Wolverhampton. Donc je ne sais pas combien de gardiens on veut acheter actuellement sur ce marché-là, mais j'ai du mal à voir effectivement ce qu'on cherche à faire. Alors ce qui est à peu près sûr, c'est que alors Ramsdale va Ramsey partir, partira. Mm. c'est à peu près sûr, quoique il faut déjà qu'on trouve un acheteur. Quand on voit notre capacité à bien vendre, parfois j'ai des doutes qu'on puisse bien le vendre, mais va falloir. C'est une des missions qui va être importante, c'est de bien le vendre, ça c'est clair et net. Je te coupe Et 30 secondes, après, Louis. Pour, ouais. pour vous, les gars, c'est combien pour vous, Ramsel? Si c'est un transfert dans un club de première ligue, si on est bon vendeur, pour moi on doit et on peut monter à 40 millions de livres. Si c'est pas dans un club de première ligue, pour moi ça sera 30 millions de livres. À peu près le prix qu'on l'a acheté. Méchan? Ouais, bah, moi, pour moi, il est invendable pour moi, voilà. Il doit pas partir, il ne doit pas partir. Non, non, oui, je pense que En fait, Méchan, il va l'acheter et il va l'offrir à Arsenal, tu vois. exactement, exactement ça. Non, non, oui, je pense que Ramsdale, ça part aux alentours des 35, ouais, 30, entre 30 et 40 millions, je pense, j'espère. Bah, si on le vend le même prix qu'on l'a acheté, euh, j'allais dire, à l'étranger ou en PL, alors qu'il a quand même pris un niveau supplémentaire, notamment l'année dernière, je ne comprendrai pas. Moi, je pense qu'il y aura un club de PL qui va s'aligner. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune info, mais c'est une senteur parce que si moi je suis un joueur, un club de PL, moi j'y vais les yeux fermés. Et pour moi, ça va être entre. Alors après, c'est toujours avec les bonus, etc. Mais je pense qu'on devrait être entre les 40 et les 45, je pense, en PL. Et Oui, je ne le je pense vois, que je le vois pas partir ailleurs qu'en PL, en fait. je serais très étonné si aucun club de PL ne tente le coup. Ça, c'est clair qu'un gardien anglais en PL et qui en plus est un bon gardien, je pense qu'il y a moyen d'avoir marché en première ligue et l'avantage pour nous, Après, ça serait une petite guerre d'enchères entre plusieurs clubs de première ligue. Ça serait. ouais, après, le problème, c'est que même si le championnat anglais est un championnat avec des clubs qui sont très riches, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de mettre 40 ou 45 millions sur un goalkeeper, hein. C'est sûr, c'est pour ça que s'il n'y a pas le marché anglais, où c'est quand même les clubs qui ont la plus grande marge de manœuvre au niveau budget, enfin, au niveau transfert et finances. Je pense que si c'est pas un club de Premier League, ça sera compliqué d'aller au-dessus de 30 millions de livres, je pense. Ok. Et du coup, on a fait la ligne des gardiens. Si on s'intéresse un petit peu à la ligne défensive, alors, il n'y a aucune signature pour le moment. Il n'y a, alors, hormis Tavares, mais il n'y a aucun départ d'acté. Il y a quand même,
Je pense qu'on doit être à 95% d'avancement sur le dossier Calafiori de Bologne, où je pense que là, on est vraiment sur quelque chose où on doit être sur une finalisation à coût de demi-million de livres sterling pour le transfert. À mon avis, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'on peut considérer quand même que c'est quasiment fait. Euh, alors, d'aborder les besoins qu'on aurait selon vous, euh, votre, votre ressenti sur... Quelqu'un peut me Bah, présenter un peu ce joueur, sa typologie, son profil? Calafiori, c'est de base, alors de base, c'est un latéral gauche. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand la rumeur a un peu popé qu'on était très intéressé, c'est que tout le monde s'est dit, oh, mais pourquoi encore un défenseur central, etc. Alors que non, de base, Calafiori est un arrière latéral qui a éclos au FC Bâle en Suisse, qui a un très bon club aussi pour faire monter les jeunes en post-formation. Bologne est venu le chercher par la suite. C'est Thiago Motta du coup qui l'a replacé un peu plus dans l'axe, mais dans l'animation, c'est toujours été un défenseur qui aimait bien monter, qui aimait bien provoquer, qui aimait bien attaquer l'espace. D'ailleurs, on l'a vu avec l'Italie à l'Euro. Je crois que, alors je sais plus qui est-ce qui marque le but là à la dernière minute pour l'Italie. Je crois que c'est en phase de poule ou je sais plus quand. Ou c'est Calafiori qui monte de 15 mètres avec le ballon, qui décale un ailier, l'ailier marque. Donc je pense que c'est vraiment le profil qui plaît Arteta dans un peu son changement tactique que je pense qu'il va opérer, c'est-à-dire qu'on en avait déjà parlé, mais les, euh, le profil d'un Zinchenko, etc., je pense qu'on arrive un peu au terme et à la limite de ce que peut proposer un tel profil. Et je pense qu'Arteta a bien compris, notamment en remplaçant par exemple Kivior sur le côté gauche, qui gagnait quand même beaucoup plus en solidité dans sa défense. Et je pense que c'est un profil qui colle 100% avec ce qu'il attend. Le seul point où Calafiori va falloir faire très attention, c'est au niveau physique, au niveau fitness, comme on dit en anglais. C'est un joueur qui a vécu une très très grave blessure en étant jeune. Alors c'est marrant parce que l'article est ressorti il n'y a pas longtemps et je me souviens encore que je l'avais lu il y a quelques années. C'est un article qui m'avait marqué parce que je crois que le nom de la blessure, c'était une désintégration du genou. C'est pour montrer à Wow. quel point, c'était pour montrer à quel point c'était une des blessures, la pire blessure possible. Alors, je crois qu'il était en jeune à la Roma, juste avant qu'il parte justement à Bâle. Et justement, on peut encore retrouver des images où, notamment, je crois qu'il y a Dzeko à l'époque qui marque un but et qui aborde un maillot Calafiori justement pour lui rendre hommage. Parce qu'à l'époque, on avait dit, bah, ce jeune-là, en fait, il ne rejouera plus du tout au foot et on n'est même pas sûr un jour qu'il puisse remarcher. Et il me semble que la blessure s'appelle une désintégration du genou qu'il avait vécu en Youth League. Donc, c'est un joueur où physiquement, il va falloir faire attention, même si la saison dernière, au niveau blessure, il y a enfin, RAS. Mais tout de même, attention, les genoux récalcitrants, on a déjà vu ça avec Gabriel Jesus cette saison et la saison passée, ça peut faire du dégât. Mais je pense que voilà, c'est un profil qui colle 100% avec ce que Arteta veut et souhaite pour la saison prochaine. Et je pense que du coup, on devrait voir une défense d'Arsenal qui sera quatre défenseurs centraux hybrides, comme on Mhm. pourrait dire. Alors, au niveau des stats là, du joueur sur la saison passée avec Bologne, je viens de les regarder. Là, il a fait 30 matchs. Il a mis 2 buts. Il a délivré 5 passes D. Il n'a pris aucun carton rouge. Il a pris 4 pardon, cartons jaunes en 30 matchs. Donc, ça colle quand même avec des stats, alors sur un championnat différent, mais ça colle quand même sur ça, ça colle quand même avec des stats d'un défenseur qui pourrait potentiellement jouer avec Arsenal la saison prochaine. Oui, en plus, c'est 5 passes décisives en étant défenseur central plutôt avec Bologne. Donc Ouais. ça montre quand même que c'est un défenseur central qui aime provoquer, qui aime attaquer l'espace et qui aime aussi participer au jeu. Et ça, je pense que c'est très important. Et pour vous, ça serait bon recrutement? Ah oui, c'est un top recrutement, Calafiori. Ouais, Oui, oui, je pense Parce que aussi. là, on parle aussi de 50 millions hein, quand même. Hein. oui, oui, mais c'est pour le coup. De toute façon, c'est un des plus gros prospects de ce mercato, hein, Calafiori. On en avait parlé d'ailleurs sur des précédents podcasts. Richard disait qu'il aimerait l'avoir dans l'effectif. Et moi, j'y croyais pas parce que effectivement, c'est un joueur qui
est sollicité de toutes parts. Et donc le fait qu'il vienne à Arsenal, c'est quand même, je pense que c'est aussi une petite démonstration de force que l'on fait en prenant un joueur comme ça. Et comme le dit Louis, il a l'avantage de pouvoir jouer et défenseur central et latéral, ce qui, d'un point de vue polyvalence et de ce qu'attend Arteta, correspond parfaitement à ce dont on a besoin, quoi. Donc non, non, moi ouais, je trouve que c'est un top mercato et je suis assez surpris de ce transfert pour le coup. Agréablement. Ok, donc en gros, vigilance sur la partie physique de Calafiori, mais bon recrutement si ça devait se concrétiser. J'ai lu quelques articles où apparemment ce serait Bâle, donc son club finalement un peu formateur, qui rentrerait dans la danse et qui poserait problème. Tu as des infos par rapport à ça, Louis? Bah, c'est qu'au moment du transfert entre Bâle et du coup Bologne, Bâle avait négocié une clause de revente de 50%. Donc, c'est-à-dire que 50% du prix de Calafiori va repartir à Bâle. Donc ça, c'est un très beau coup économique pour Bâle. Ah, Mais clairement, ouais. bon, c'est pas, bon, voilà, je pense que c'est des détails contractuels, mais de toute façon, c'est pas ça qui peut ou qui doit faire capoter le transfert. Après, il faut voir si effectivement, est-ce que c'est une clause qui est sur le prix total du transfert ou est-ce que c'est une clause qui est sur la Sur la plus-value plus-value. effectuée. Ouais. Mm. Donc ça, par contre, je sais pas. Ça, c'est dans les, c'est du Vous détail savez combien elle administratif. avait été achetée à l'époque? Alors, je l'avais regardé, mais j'ai plus le chiffre en tête. Euh, mais dans tous les cas, non, c'est un très beau coup économique aussi de notre part, très beau coup sportif, mais aussi économique, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est 50 millions, mais quand on voit le prix de Euro à United avec un an de contrat qui est parti pour 70 millions, avec tous les bonus, je crois, quelque chose comme ça, je trouve que 50 millions pour Calafiori, c'est pas un mauvais coup, c'est un très bon coup économique également. Surtout fin d'euro, où c'est une des rares satisfactions italiennes Ouais. de l'euro. En général, les prix flambent. Je ne suis pas sûr que sans l'euro, son prix aurait été beaucoup moins cher. Parce qu'au vu de la saison qu'il avait fait de façon à Bologne, et vu les sollicitations qu'il avait avec d'autres équipes, bah, peut-être un petit peu moins cher évidemment, mais pas beaucoup plus. Donc ouais, ouais, non, c'est vraiment une très belle opération qu'on fait. Parce que là, il est encore en contrat avec Bologne jusqu'en 2027. Donc, il y aurait quand même 3 années de contrat à racheter, plus le coût de transfert, quoi. Exactement. Ok, donc du coup, si on fait un point un peu sur l'effectif, alors sur les grands noms que l'on a. On a Zinchenko, on a Tomiyasu, on a Ben White, on a Saliba, on a Gabriel, Kivior, Kivior, Tierney qui on a revient. ouais, on a le retour de pied de près mais après lui, on sait toujours pas où en est sa blessure de l'Euro. Ah bah lui c'est Il compliqué. était de retour, il était de retour quand même, je crois, à Colnay. Enfin, il a fait son retour en même temps que tout le monde. Après, effectivement, il traîne encore sa blessure de l'Euro. Il traîne encore une blessure un peu aussi comme Tomiyasu, mais bon, on est un peu habitué aussi qu'il traîne encore une nouvelle blessure. Donc, finalement, ce qui est assez marrant, c'est que tout le long de la saison, le poste d'arrière gauche a été une énorme inquiétude. Et en pré-saison, bah, c'est le poste où on a le plus de monde actuellement. Donc, Ouais, ouais. il va falloir faire un peu le ménage. Mais en même temps, Louis, c'est le poste où on a quasiment les joueurs les plus fragiles de l'effectif, quoi. Entre Ah oui, Zichenko, oui, Timber, on ne sait pas dans quel état il va vraiment revenir, Timber. On ne sait pas après sa grosse blessure. Et il y a Timber, ouais, effectivement, qu'on a quand même oublié, qui a été la grande déception de cette année parce qu'on attendait beaucoup de lui et que il s'est pété très, très rapidement. D'ailleurs, les gars, Ah Euh, oui, c'est. petite question, à 100%, Timber 100% Calafiori, qui est titulaire à gauche? T'as déjà vu Timber à 100%? Bah, au match de Community Shield. C'est quand même. Pour moi, le niveau de Timber, c'est un point d'interrogation pour moi. Je suis incapable de dire son niveau réel. Est-ce que c'est un excellent joueur? Est-ce que c'est un futur? Enfin, est-ce que c'est un crack? Est-ce que Non, c'est je suis d'accord. c'est un joueur de rotation, etc. Ouais, Mais pour l'instant, je te dirais qu'en fait, je sais pas parce que je ne connais pas le niveau de Timber. ouais, 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 Je, j'ai envie de croire que pour moi, il est en capacité de concurrencer Ben White sur le côté droit. Pourquoi pas concurrencer à l'avenir Calafiori, mais surtout post-ligament croisé, pour moi, pour le moment, Timber, c'est un énorme point d'interrogation, même si j'espère qu'il va jouer un grand rôle sur la saison qui arrive, parce que je pense que c'est un super mec. Je pense qu'au fond, il doit avoir aussi un excellent niveau, mais post-ligament croisé, on sait ce ouais, que ouais. ça donne. Donc, pour le moment, c'est un point d'interrogation, malheureusement.
Après, Timber, il vient pour jouer latéral gauche. Moi, je pense que là, dans l'esprit d'Arteta, enfin, je sais pas, quoique j'en sais rien, mais en tout cas, moi, si j'étais entraîneur, à droite, c'est Ben White, Tomiyasu. Enfin, Ben White remplaçant Tomiyasu, et à gauche, ce serait Caliafori, Timber, quoi. Bah, après, l'avantage actuellement de notre défense, c'est que tout le monde peut à peu près jouer n'importe où. Ça, je Exact. pense que c'est une des grandes forces d'Arteta, c'est que il est en train d'accomplir son doux rêve d'avoir des joueurs hybrides et polyvalents à tous les postes en défense. Donc, je pense que Timber, il peut jouer. Alors, à l'Ajax, Max. il avait joué à droite, à gauche, il a même joué au milieu de terrain. Il peut jouer dans Ouais, l'axe. T'as Calafiori qui peut jouer à gauche, qui peut jouer dans l'axe. Alors, finalement, il n'y a que Gabriel et Saliba, les deux de la charnière, qui ne sont pas voués logiquement à bouger. Mais après, tout ce qui est Tomiyasu, etc., pour moi, Tomiyasu, il est trop fragile physiquement pour véritablement compter sur lui et enchaîner, et pour pouvoir compter sur lui pour enchaîner les matchs tous les 3 jours. Pour moi, ça va être un joueur de rotation qui peut aussi bien jouer sur les côtés, mais il peut aussi jouer dans l'axe, Tomiyasu, comme avec le Japon. Donc pour moi, Tomiyasu, je le prends vraiment comme un joueur de rotation plutôt que pour une concurrence directe à un futur soit Ben White, soit Calafiori. Alors je dis pas que Tomiyasu est un joueur moyen, etc. Mais je pense qu'il va être trop limité, comme il a été la saison dernière, il va être trop limité par son corps pour pouvoir enchaîner et pouvoir pleinement concurrencer un joueur du calibre de Ben White ou du futur arrière gauche. ouais, bien sûr. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que ce qui nous faisait défaut ces dernières saisons, c'est-à-dire la qualité de nos défenseurs et surtout de nos défenseurs remplaçants, là, cette année, quand même, si Ben White se pète, potentiellement Tomiyasu est là. Si Calafiori se pète, potentiellement Timber est là. Si Saliba se pète, potentiellement Tomiyasu, Timber ou Calafiori peut jouer. Enfin bon, bref, je trouve qu'on a quand même là vraiment des remplaçants de qualité qui peuvent ne pas nous laisser craindre le pire en cas de blessure d'un des quatre défenseurs titulaires, quoi. Et donc, Ouais, petite alors excuse. moi j'ai quand même, alors sur le papier c'est beau, mais moi j'ai, alors c'est pas une inquiétude, mais moi je me pose quand même la question parce qu'on sait quand même que qu'Arteta c'est pas un fan de la rotation quand même. Et alors je sais qu'il veut doubler tous les postes, mais tu mets pas 50 millions sur une doublure, Moi, bah j'ai une je question, crois pas. moi, j'ai une question tout de suite à te retourner, Raoul. Est-ce qu'il n'est pas fan de la rotation parce qu'il sait que les remplaçants qu'il a ne sont pas au niveau des titulaires ou est-ce qu'il n'est vraiment pas fan de la rotation? Moi, je pense que c'était ça le problème d'Arteta, c'est que les remplaçants qu'il avait, et tu remarqueras d'ailleurs, les remplaçants à qui il faisait souvent appel, bah, c'était les mêmes et c'était les Trossard qui avaient fait ses preuves, c'était des. J'ai pas d'autres exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, en fait, moi, je pense que c'est plus une question de qualité, quoi. De se dire, Nelson, il n'a pas la capacité d'être titulaire dans cet effectif. Smith Rowe, il n'a pas la capacité d'être titulaire dans cet effectif. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de Smith Rowe. On Euh, va en parler, t'inquiète pas. et quand il était soit obligé, ou soit qu'il a fait confiance à des joueurs comme Trossard, comme Kivior, tiens, voilà, on peut en parler, Kivior, et qui lui ont rendu, bah, tu te rends compte que ces joueurs-là, en fait, rentrent pleinement dans l'effectif et il n'hésite pas à faire appel à ces joueurs-là quand il le faut. Ouais, Donc, mais la rotation en cup, alors qu'on a été sorti lamentablement très tôt dans les deux coupes, je dirais, est-ce que c'était pas aussi l'occasion? Alors, moi, je fais toujours le pendant avec Wenger, mais puis, sur les premiers matchs de FA Cup, il faisait jouer les jeunes, on arrivait à passer. avec Il y toi, avait quand même. c'était un de nos dé- c'est- Pardon? je suis d'accord avec toi, c'était un de nos débats tout au long de la saison, hein, Bah ouais. Et donc, du coup, en fait, moi, je pense que, du coup, si maintenant on ne devait. Alors, moi, je vais vous poser une autre question. Parce que si on ne devait plus recruter de défenseurs, on aurait, alors encore une fois, j'enlève les jeunes de 20 ans qui joueront quand même pas. Tierney, je le vois pas rester. non. Perso, Bah, en tout cas, ça va s'il être soit reste, une. il reste, il jouera pas il aura pas un rôle majeur. Voilà. On a Saliba White, Gabriel, Timber, Kivior, Tomiyasu, Zinchenko et Saliba Calafiori. Là, j'ai pas oublié de compter. Un, 2, 3, et 4, Saliba. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8. Alors, 8 sans Tierney. T'as dit quoi, toi? T'as oublié Saliba. Non, je l'ai noté. Bah, tu Donc, l'as. je compte pas Tierney, je compte. Il y a Saliba, White, Gabriel, Timber, Kivior, Tomiyasu, Zichenko
et probablement Calafiori. Oh, c'est pas mal, hein? Ouais, Ah ouais. mais la rotation, c'est bien. Le fait de dire je commence ma saison où j'ai 53 plans de jeu différents, c'est bien. Mais quoi qu'il arrive, Arsenal ou pas, tu peux mettre que 11 joueurs sur le terrain. Il ne mettra toujours que 4 défenseurs. À part peut-être en finale de Ligue des Champions où on jouerait peut-être à 5 contre un gros. Autre chose, Il va y avoir de la gestion. Alors, qui potentiellement est capable de rester sur le banc sans trop ouvrir sa bouche? Zinchenko? je pense que Tomiyasu? Kivior? Zivchenko, je pense qu'il reste pas au club. Ok, non, mais donc, en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que ce recrutement-là n'amène pas d'office des départs, alors plus ou moins imaginés, je pense que Zinchenko, on essaie de le vendre. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs de Kivior en Italie, je sais plus où. C'était pas la Juve qui est intéressée sur Kivior, Louis? C'est l'AC Milan et Bologne avaient aussi tenté le coup dans le deal Calafiori de faire venir Kivior, mais Kivior n'avait pas voulu. Kivior, D'accord, donc Kivior a mis un veto dessus alors. non, mais même, Oui, tout à fait. Arteta l'apprécie trop pour le voir partir. Il est important dans la Ok. rotation. Alors que Zivchenko, il a quand même encore une valeur marchande. Je pense que c'est un joueur que tu peux vendre aller entre 20 et 30 millions encore aujourd'hui, quoi. Ok. Et est-ce que vous croyez à un départ possible? Après, tout est possible, on peut jamais dire non tant que le mercato n'est pas terminé. Mais est-ce que vous croyez à un départ possible de Gabriel, Non, mais surtout de Saliba si derrière ça aligne du 80-90 millions? non. Non, alors bah, en fait ça dépend. Saliba, j'ai du mal à croire. Après, on ne sait pas. Il y a toujours un club qui peut péter un plomb et arriver à mettre 100 millions, 150 millions sur la table. Mais Moi, je pense au Real, par exemple, tu vois, eux sont capables de mettre 100 millions sur Saliba, hein. Non, ils mais le sont Real, capables de mettre 100 millions sur. Mais est-ce qu'ils ont besoin de Saliba le voilà, Real c'est ça. actuellement? Pas du tout. Je pense que je ne vois pas l'intérêt pour le Real de mettre 100 millions sur Saliba. Pour Gabriel, alors il y a toujours eu cette petite histoire où on n'a vraiment jamais eu le fin mot de l'histoire En en début de début de saison saison, avec dernière, l'histoire ouais, des Émirats, ouais. où Arteta l'avait mis sur le banc, etc. Et puis finalement il a regagné sa place. Bon, mais avec la saison de costaud quand même que Gabriel a sorti, parce que je pense qu'il est que trop rarement cité dans les énormes performances individuelles de la saison dernière. Je trouve que Gabriel a vraiment aussi monté d'un cran. Et pas Et trop. je ne pense pas que Arteta soit dans l'optique de le vendre. Après, Alors moi, je après pense, faut- moi dans ma question, c'était pas est-ce que le club est vendeur, mais est-ce que à un moment donné, de par la grosse saison qu'ils ont fait tous les deux, est-ce qu'à un moment donné, le club, sachant qu'on a aussi, on a quand même recruté assez cher ces dernières années, est-ce qu'on n'a pas une obligation de vendre quelque chose ou plutôt quelqu'un et de faire un bon coup, sachant qu'on a quand même à aujourd'hui sous contrat 8 défenseurs qui sont assez intéressants, alors pas avec le même niveau, mais voilà, pour moi, si je devais mettre un veto, Saliba et Gabriel ne doivent pas partir. C'est la colonne vertébrale, le Ben début de la White, colonne hein. vertébrale avant Rice. Ben White aussi. Ouais, mais moi, je te parle vraiment de l'axe. Ben Ah non, White a fait une très très bonne saison. Je pense que d'un point de vue offensif sur les côtés, si maintenant Timber est capable de jouer à droite et que tu rentres Calafiori, euh, je dis pas que c'est du un pour un, mais je trouve que sur les côtés, c'est moins flagrant. La force de notre défense, c'était quand même la défense centrale qui était- et d'ailleurs qui a été confirmée avec un euro monstrueux de Saliba, hein. Donc voilà. Alors, du coup, si on devait conclure sur la partie défenseur, selon vous, messieurs, si on recrute Calafiori, est-ce qu'on a encore un besoin de recrutement sans vente ou est-ce qu'on doit attendre de vendre pour compléter le nombre de défenseurs? pour moi, on doit Est-ce vendre. qu'il y a non, des noms dans lesquels que vous aimeriez faire venir ou des choses comme ça? enfin, pour moi actuellement, si Calafiori vient, je ne pense pas qu'on ait besoin de compléter la défense avec d'autres noms, d'autres profils. Je pense que si le seul doute que j'ai avec Calafiori, c'est que si on prend tous les défenseurs et tous les profils qu'on a actuellement en défense, on a exactement les mêmes profils pour toute la défense. C'est-à-dire que ce sont des défenseurs hybrides, défenseurs centrales de métier qui peuvent jouer sur un côté, qui sont capables de jouer sur tous les postes de la défense. Le point, c'est que si un jour on est en Ligue des Champions, qu'on perd 1-0 à la 60e minute, qu'on pousse, est-ce qu'on peut faire entrer un latéral offensif? Bah, on n'en a pas. Pour autant, je ne pense pas qu'avec l'arrivée de Calafiori, on se décide à acheter un autre défenseur, sauf départ surprise.
Mais pour moi, en défense, on est complet parce que ça poussera Tierney, Zinchenko et possiblement peut-être Kivior à partir, mais ça, c'est un point d'interrogation et surtout leur trouver un point de chute, du moins pour Ouais. Tierney. Et toi qui es en veille perpétuelle sur le dossier Kivior, il y a des pistes ou pour l'instant c'est vraiment. Non, alors il est apprécié en Italie parce qu'il avait fait un bon passage aussi. Je crois que c'est à la Sampdoria qu'on va le chercher l'hiver il y a 2 ans. Mais sinon, non, sinon il y a pas trop, ça bouge pas trop. Tout comme Zinchenko, ça bouge pas trop non plus. Pour Tierney, encore moins vu son état physique. Donc c'est peut-être des joueurs qui vont partir, je pense, dans les derniers jours, dans les dernières heures du mercato, quand les clubs vont passer au panic buy ou vont devoir forcément foncer sur des profils comme ça, mais pour le moment, non, c'est assez calme pour ces joueurs-là. Ok, donc en conclusion, c'est wait and see pour Calafiori et sinon-le rapidement. Et puis après, on fait une pause au niveau des défenseurs et on voit ce qui se passe en fin de mercato pour éventuellement faire un complément. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il va falloir dégrossir au moins un ou deux défenseurs, je suppose. Oui, oui, je pense, carrément. Ok, ça marche. Mais Charles, sur la partie défenseur, tu voulais rajouter quelque chose ou on peut attaquer le milieu Non, de terrain? non, tout a été dit. Ok, alors du coup au niveau du milieu de terrain, comme en attaque d'ailleurs, il n'y a pas de départ annoncé pour l'instant, il y a des suppositions mais rien n'est acté. Dans l'effectif actuel, on a Thomas Partey, on a Ødegaard, on a Smith Rowe. Alors ouais, non, je dis qu'il n'y a pas de centre, mais Smith Rowe est quand même plus sur le départ qu'autre chose. On a alors Martinelli si on le considère comme un milieu, mais moi je le mettrais plutôt en attaquant, donc je l'enlève. Donc on a Partey, Ødegaard, Smith Rowe, Jorginho, Fabio Vieira. Rice? Rice, Willock, ouais, ouais 7 ou 8 milieux de terrain. Sachant que Smith Rowe, de ce que moi j'avais lu, avait plutôt demandé un prêt pour avoir du temps de jeu. Louis, tu me dis si je me trompe, mais que Arsenal ne serait pas contre une vente si le montant souhaité est mis. Il y a Fulham qui est assez chaud quand même dessus, apparemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Le dossier Smith-Rowe, je pense que ça va être un dossier qui va être complexe tout le long de l'été. Complexe parce qu'il y a énormément d'affect sur ce joueur. On en avait parlé sur le bilan de fin de saison. Un peu comme Ramsdale aussi, où Smith-Rowe a énormément d'affect, où c'est un joueur qui était censé quand même, qui vient de l'académie. On se souvient que au moment de l'éclosion de Saka, il y avait aussi l'éclosion de Smith-Rowe, qui était voué à être le patron du milieu de terrain, le patron des attaquants, le futur crack du football anglais. Et pareil, son corps l'a un peu laissé tomber. Je soupçonne aussi une hygiène de vie qui est un peu moyenne quand même sur les bords. Tout ça fait qu'actuellement, Smith Rowe il vit une période très très compliquée où on l'a très très peu vu la saison dernière, pour dire pas du tout. On l'a vu. Alors, il avait été nommé homme du match pour son retour. Alors, je crois que c'était contre, je sais plus qui en deuxième partie de saison où on sent un peu tout l'affect qu'il y a pour ce joueur parce qu'objectivement, il n'avait pas fait non plus un énorme match à ce moment-là. Il avait 45 bonnes minutes, mais en deuxième mi-temps, physiquement, il s'était totalement écroulé, ce qui était d'ailleurs qui m'avait pas mal interpellé parce qu'il était revenu de blessure depuis quand même un bout de temps, on l'avait pas vu et finalement, il n'y a que 45 minutes dans les jambes. Bon, on s'est dit, c'est peut-être un peu la fin. Donc là, on s'attendait, oui, effectivement, à ce que Smith reparte. Effectivement, Fulham est plutôt chaud sur le dossier. On attend un beau petit chèque pour Smith Rowe parce que finalement, ça reste un joueur, ça reste un bon joueur quand il est à 100%, qui mérite d'être travaillé. Mais, euh, mais pour autant, sur le premier match de début de saison là contre le Leyton Orient, Smith Rowe était capitaine. Et il marque. Ouais. Arte- et il marque. Arteta a déclaré qu'il comptait encore sur lui. Alors, est-ce que c'est du discours pour faire monter les enchères ou est-ce qu'il le croit vraiment? Est-ce que ça peut être la bonne surprise de la saison qui se profile? Pour moi, il part de très très loin, tout de même, surtout si on se décide à encore acheter un milieu de terrain. Pour autant, j'ai toujours pensé que pour moi, il était la clé du milieu de terrain dans ce milieu à 3 à côté de Odegaard et juste devant Rice. J'avais d'ailleurs écrit un article sur Smith Rowe la saison dernière où justement j'avançais le fait que pour moi, il pouvait être la clé de ce milieu de terrain parce que Smith Rowe, il a débuté, alors il a débuté comme un pur 10.
Ensuite, il a été mis sur une aile par Arteta parce que derrière, il y avait Tierney qui était capable de prendre le couloir et de faire le job le long de la ligne avec un Smith Rowe qui rentre un peu plus dans l'axe. Mais de base, c'est un milieu de terrain. Donc, est-ce que le milieu de terrain tant recherché pour remplacer Xhaka, finalement, est-ce qu'on l'a pas déjà au club? Peut-être. Pour autant, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire? Peut-être trop pour un club qui ne peut plus perdre de temps, qui n'a plus d'excuses au niveau des trophées à gagner, etc. Peut-être qu'il Parce part que de c'est quand trop même une loin. offre de, c'est quand même une offre de 30 millions hein, qui a été refusée, hein. Ouais, c'est ça, 30 millions, mais Arsenal en attend à peu près 40 et apparemment Mais moi, Fulham et par Crystal contre, moi, le Palace. montant, moi, je trouve ça ouf. D'attendre 40 millions à un joueur qui a fait quelques apparitions, qui est souvent blessé, etc. Alors, ok, les clubs de première ligue sont riches, mais ouah, bah, moi, je trouve que Ah oui, c'est. c'est Moi, mon avis, si tu enlèves le côté affect, en tout cas, moi, mon avis très, très personnel, en enlevant le côté affect, Baby Gunners, etc., pour moi, Smith Rowe ne percera jamais Arsenal. bah, pour le moment, ça en prend. C'est clair que pour le moment, tous les indices laissent à Plus dans penser cet que. effectif-là. C'est un joueur qui aurait pu percer il y a, au début de l'ère Arteta ou sous Il y a deux l'ère ans. Emery, Il y a etc. deux ans. Ouais, mais là, pour moi, c'est trop tard en recrutant Rice, en ayant des mecs comme ça au milieu de terrain. Rice, Ødegaard, je vois pas Smith Rowe faire le troisième. Ouais, surtout que, alors déjà, tu ne soupçonnes pas, c'est avéré, Louis, son hygiène de vie déplorable. On l'a eu on a eu un journaliste, Mathieu, qui était passé sur le podcast et qui nous avait dit que c'était connu à Londres qu'il aimait beaucoup les nuits, justement les nuits londoniennes. Et c'est ce qui avait commencé, enfin, c'est ce qui a commencé à causer la perte de confiance d'Arteta sur ce joueur-là. Mais il ne faut pas oublier qu'Arteta a essayé aussi de le repositionner en 8 pour lui donner une Mhm. chance supplémentaire de pouvoir jouer. Et que sur la saison dernière, malheureusement, il ne l'a pas saisi. Moi, ça me fend le cœur parce que vraiment, c'est un joueur que j'ai adoré, qui m'a donné un petit peu de lumière et d'espoir à un moment où on n'en avait plus beaucoup dans ce club. Et quand il a commencé à jouer titulaire avec Saka, il y avait un vrai vent de fraîcheur. Mais en fait, si aujourd'hui on est exigeant avec notre club et qu'on considère qu'Arsenal doit gagner la première ligue, effectivement, la question de Smith Rowe, en tout cas sur le niveau que l'on a vu récemment, se pose quant à sa place dans l'effectif, c'est évident, quoi. On est bien d'accord. Ok, donc est-ce qu'on peut considérer que Smith Rowe sera partant cet été? Ouais, je pense. Ouais. Oui, je pense que. Alors, est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il est partant? Oui. Alors, pardon, alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il va partir? Moi, je pense. Non, je ne sais pas. À date, je ne peux pas te dire que oui, il va partir. Je pense que le club dirait pas non à une vente, mais après, si Smith Rowe dit, il va voir Arteta, et il lui dit, moi, je veux encore faire mes preuves, je peux encore te montrer que j'ai ma place et que Arteta croit en lui, parce que peut-être qu'Arteta croit encore en lui. Au final, ça, on n'en sait rien. Peut-être que Smith Rowe va rester. Ça dépend aussi. Est-ce que Fulham va monter dans les enchères? Est-ce que Crystal Palace va rejoindre Fulham pour aussi faire grimper les enchères? Mais comme tu l'as dit, Arsenal doit vendre. Et si aujourd'hui un club arrive à mettre 40 millions sur Smith Rowe, je pense que le club, que le Ah, mais club le 40 vendra millions, tout c'est simplement. énorme, quoi. Oui, le club ne pourra pas dire non à 40 millions sur un joueur On va qui essayer apporte. d'appeler Mickaël Arteta pour avoir des infos en off comme ça, et puis Mais on tu en sais, reparlera dans le. Raoul, si tu joues sur le potentiel du mec, parce qu'il a quand même un potentiel, genre c'est un joueur particulier, et en plus anglais, bah ouais, ça suffit à faire monter les enchères. Ok, donc c'est plus un pari qu'une valeur marchande sur l'instant T, hein, quand même, Ah hein. bah oui, bah, évidemment que c'est un pari, ça fait 2 ans qu'il joue pas. Bien sûr que c'est un pari. Ok. Ah, par contre, Euh, le milieu de terrain, tu vois, c'est là où je suis un peu déçu, je me permets juste d'enchaîner. C'est là où je suis un bien peu déçu. sûr. Je trouve que pour moi, c'est un des plus gros chantiers. Je trouve qu'il manque un vrai titulaire dans cette équipe parce que au milieu de terrain, dans ce 4-3-3, les deux titulaires au milieu, enfin les trois aujourd'hui, seraient Partey, Odegaard et Rice, enfin plutôt Rice, Odegaard et Partey en numéro 6. Or, Partey, il a beau avoir des qualités extraordinaires, c'est un joueur qui se blesse souvent et donc difficile de faire confiance à ce joueur-là. Et donc quand il est blessé, c'est plutôt Jorginho. Et moi, je trouve qu'il manque vraiment un vrai titulaire dans cet effectif-là. Et je l'avais dit à plusieurs reprises, et c'est pour ça que j'en parle, je suis un peu déçu. Parce que moi, je pense qu'un joueur comme Onana aurait fait beaucoup de bien dans cet effectif, complémentaire, tu sais, le milieu box-to-box vraiment complémentaire à Odegaard et à Rice. Et le voir partir à Aston Villa sans que on ait
qu'on soit rentré dans la danse, je trouve que c'est un peu dommage. Alors j'espère que de fait, la cellule de recrutement travaille sur un poste, du moins, pardon, sur un milieu encore meilleur et que Onana c'était trop en dessous. Je préfère me dire ça. Mais je trouve que c'est dommage de passer à côté des opportunités de marché comme ça parce que 60 millions pour un joueur qui a 22 ans et qui sort d'une très belle saison avec Everton, c'est dommage qu'on ne se soit pas positionné dessus. Voilà. Après, oui, mais de toute façon, le chantier du milieu de terrain reste ouvert. Je pense que le milieu de terrain va pas mal bouger là durant l'été. Tu parlais de Partey, c'est pas sûr non plus que Partey reste parce qu'il rentre dans sa dernière année de contrat. Donc je pense que s'il doit partir, il doit partir maintenant. Après, on parle pas mal en ce moment de Mikel Merino de la Sociedad, qui est pas mal, qui est pas mal Tu apprécié préfères, par Mi- Arteta. tu préfères Merino ou Onana, sans déconner? Bah oui, j'aurais préféré Onana, mais Merino coûte 2 fois moins cher qu'Onana. Oui, Euh, oui, mais il faut aussi pas perdre de vue que sur le mercato là, je pense que Arsenal va beaucoup moins dépenser ou peut beaucoup moins dépenser que sur les étés précédents, parce qu'on a quand même fait flamber la carte bleue là sur les 2, 3 derniers mercatos. On a aussi très très peu vendu, donc je pense que Arsenal va aussi se pencher sur des profils où c'est des bons coûts économiques. Merino, je crois que c'est la société à 25 millions d'euros. Euh, donc je pense qu'on ne pourra plus, c'est pas cet été-là, enfin l'été actuel, on ne verra pas Arsenal faire de transfert à 100 millions comme on a vu il y a 2 ans ou l'été dernier. Donc je pense qu'Onana, effectivement, a été pisté pendant un moment par le club, mais je pense qu'ils l'ont considéré comme une piste peut-être trop onéreuse. En parlant de Thomas Partey, en parlant d'extra sportif, est-ce que ces problèmes judiciaires ne sont pas un frein moi au je, recrutement de ce joueur-là? Est-ce qu'il n'est pas blacklisté dans certains pays ou des choses comme ça? Parce enfin, qu'il faut le vendre, hein. je pense Bah, que faut le oui. vendre le joueur, il a déjà 31 ans déjà pour commencer. Et puis après, il a quand même quelques casseroles derrière lui, même s'il a été pour le moment innocenté dans les différentes affaires sur lesquelles il a déjà été jugé. Je crois qu'il y en a encore une ou deux qui sont en cours. Et ce sont vraiment des questions que je vous pose. Est-ce que d'après vous, c'est pas des freins pour des clubs? Alors il y a l'âge, les blessures, plus l'aspect extra sportif. Moi, j'allais te dire que Partey, pour moi, c'est le profil parfait pour partir en Arabie Saoudite là. Ouais. Oui, bah, oui, c'est clair que. Alors après, effectivement, cette affaire judiciaire, pour le moment, c'est assez obscur parce qu'on sait pas trop où on en est. Enfin, ce sur quoi on accuse Partey, etc., c'est un peu obscur. Mais oui, effectivement, c'est forcément un frein quand tu prends tous ces facteurs-là. Alors, je crois qu'apparemment, c'était quand il est en vacances en Espagne. Donc, déjà, ça voudrait dire qu'il peut plus mettre les pieds en Espagne. Donc, tu barres déjà le championnat espagnol alors qu'il avait fait un très bon passage à Atlético. Donc là, déjà, tu fais une croix sur ce championnat-là. Mais oui, je pense qu'effectivement, Partey est un candidat tout désigné pour l'Arabie Saoudite, qu'il a déjà apparemment plus ou moins approché de manière concrète. Bon, est-ce que ça va se concrétiser? On verra, mais je pense que la voie royale est ouverte pour l'Arabie Saoudite et je pense qu'Arsenal espère que l'Arabie Saoudite va se rapprocher de Partey. Ok. Du coup, Smith Rowe plutôt sur le départ. Faut-il encore qu'il y ait un club qui mette le montant que Arsenal souhaite? Partez, point d'interrogation. Jorginho, je crois que lui ne bougera pas. Pardon? Non, non, j'allais dire que Ok, oui, non, je d'accord. pense que Non, vous Jorginho. pensez, bah, si je me trompe, à moins que je me trompe et qu'il retourne en Italie, mais je le vois pas. Non, Je me non, demande, il n'y a je pas eu une pense qu'il prolongation a. d'un an là d'ailleurs récemment sur Jorginho? Si, si, il a été prolongé, il a été prolongé. Il devait partir libre, notamment, bah, c'était ici en 2024. Il a été prolongé d'1 an. Voilà, Donc, ouais. Donc, bon, alors après, soit tu rachètes un an de contrat, c'est pas trop cher, etc. Declan Rice est intransférable. Ødegaard est intransférable. Je suis d'accord avec Méchat, je pense que dans le milieu, il manque encore une grosse pointure. Après, je pense que le milieu de terrain et les pointures, c'est ce que recherchent beaucoup de clubs et que du coup, ça va être très très compliqué à trouver. Et du coup, ben, on va suivre avec beaucoup d'attention les futurs articles sur le site
Arsenal French Club de Louis, notamment, pour voir un petit peu quelles seront les pistes. Et puis, de toute façon, avec Méchad et Richard, s'il est dispo, et puis même toi, Louis, hein, si tu veux en refaire, on refera des podcasts sur le mercato pour parler un peu des actualités et puis des rumeurs de chaque instant. Quelque chose à ajouter sur ce milieu de terrain, Méchad ou Louis? Non, juste une pointure à recruter pour moi, absolument. Si on veut être prétendant au titre et aller loin en Ligue des Champions, c'est vraiment le poste qu'il nous faut. Oui, c'est clair il nous manque quelque chose au milieu de terrain. Chacun n'a pas encore été remplacé. Havertz a été un pari, comme on l'avait dit à l'époque. Bon, force est de constater que peut-être qu'il peut jouer au milieu de terrain, mais c'est pas forcément son poste. Non. Peut-être là où il s'éclate le plus, peut-être que ça pourrait fonctionner avec le temps, mais Arsenal n'a plus le temps Oui. pour faire des essais, etc. Et donc là où il nous manque Oh, un vrai milieu de terrain expérimenté aussi, ça il faut le dire. Je pense que Arsenal a suffisamment recruté jeune ces dernières saisons pour se permettre d'acheter un joueur de 28-29 ans, de type, euh, de type Merino, de type Joshua Kimmich, etc. On l'a vu en Ligue des Champions, l'expérience joue beaucoup et Arsenal a aussi besoin d'expérience dans les moments clés de la saison. Alors, moi, j'avais lu très rapidement, dis-moi juste, Louis, si oui ou non, si tu as lu les mêmes choses, si tu as des informations, sinon on pourra en reparler sur un prochain podcast, mais que le jeune Espagnol là, qui a fait fureur à l'Euro, qui est pressenti pour être signé à Barcelone, que si la signature ne pouvait pas se faire pour des raisons de fair play financier, ce joueur serait assez intéressé sur le profil d'un club comme Arsenal. Est-ce Nico que Williams? quelqu'un... Hein? Williams? Ouais. C'est un attaquant, Williams. Non, pas, non, alors l'autre, non, il y avait Dan- deux jeunes Belges. Dani Olmo? Ouais. Ah, Daniel Olmo, ce serait extraordinaire. Daniel Olmo, Ouais, ça c'est, Est-ce que tu as ça lu quelque chose serait. dans ce genre-là, Louis, ou Oui, 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 Dani Olmo, il est forcément très apprécié par Barcelone, même si j'ai des doutes sur la capacité financière de Barcelone à le faire. c'est ça? Euh, il est aussi très apprécié par Manchester City, donc ça, c'est un concurrent de poids. Et après, oui, Dani Olmo, ça serait un super joueur. Bon, c'est aussi un super joueur qui a aussi vécu pas mal de pépins physiques ces dernières saisons, mais on l'a vu à l'Euro, c'est un joueur d'une classe extraordinaire et surtout, il a le bon côté, c'est d'avoir une clause libératoire à 60 millions d'euros, je crois. Donc ça fait quoi? Ça fait 50 millions de livres, donc ce qui reste abordable pour un club d'Arsenal. Donc oui, moi je pense qu'un un milieu de terrain Olmo, Odegaard, Ça Rice, peut avoir de la je, gueule, ouais. je Ouais. pense que c'est pas mal. eh Et ben moi, je moi, vais vous lâcher un dernier nom sur les milieux de terrain. À moins que tu voulais revenir sur le non, je voulais sujet-là. faire rapidement, mais enfin bon, bref, ça n'a pas grand intérêt. Moi, je suis moyennement d'accord sur le fait que ce soit compatible, parce que je trouve qu'Olmo a quand même des caractéristiques très similaires à Odegaard, et c'est un joueur qui se porte beaucoup vers l'avant. Donc j'ai juste peur un petit peu Du déséquilibre. Ouais, exactement. Bah, Mais, ça voudrait dire mettre Rice en 6 quoi. mais même pas que, hein, parce qu'au final, Ouais. si t'as Olmo, Odegaard qui montent très haut, plus tes trois devant. Bon, après, tactiquement, ça se travaille. Il y en a un qui monte, Oui, l'autre qui oui, bien prend sa sûr. place, etc. Ah, Mais bien sûr. voilà. Et moi, je vais vous lâcher juste un petit nom. Vous me dites juste oui ou non, ou impossible, ou pourquoi pas. Adrien Rabiot. Oui, j'y ai pensé une paire de fois et je pense que économiquement et en termes d'expérience tout court, je pense que c'est un joueur qui aujourd'hui peut prétendre à intégrer Arsenal. Je pense que c'est un joueur qui a quand même gagné pas mal en maturité sur ces dernières saisons. On connaît le Adrien Rabiot du Paris Saint-Germain où il était un Bon, quoi, il peu, exclut sa mère, ouais. ouais, c'est ça, qui était un peu remonté par sa mère, etc. Mais au final, je pense qu'il s'est pas mal assagi ces dernières saisons. On l'a aussi vu en équipe de France où c'est pour être un homme de base du système de Deschamps, alors qu'on aime Deschamps ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un plan de jeu très précis. Et pour intégrer un plan de jeu très précis, je pense qu'il faut être très professionnel et aussi très, très rigoureux dans son approche tactique. Donc je pense que oui, Adrien Rabiot peut aujourd'hui prétendre à signer Arsenal. Je pense qu'Arsenal pourrait se pencher sur Adrien Rabiot. Après, il faut voir en termes de salaire ce que ça donne, parce que forcément, c'est un joueur aussi qui n'est pas donné en termes de salaire. Mais moi, oui, Adrien Rabiot, c'est un joueur que je prends avec plaisir. En tout cas, il y a rien qui fuite ou des choses comme ça sur une potentielle approche ou quoi que ce soit. Non, apparemment, il Mais serait c'est un joueur qui sollicité serait par. Arsenal compatible, je pense. En tout cas, d'un point de vue footballistique. Oui, je pense au point de vue footballistique compatible, niveau caractériel.
Bon, il s'agit, mais il faut voir effectivement si ça colle avec Arteta. Après, je crois qu'il a été, apparemment, il aurait été approché par Liverpool et même par Chelsea, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ok. Bon, et dernier sujet, je suis pas sûr qu'on ait grand-chose à dire pour le moment. L'attaque, Ah le mais chat. non! Ah mais non! Luches! Si Nketiah s'en va du club, je pense que c'est un braco, c'est un braquage. Oui, parce qu'il y a une rumeur qui dit que À Marseille, ouais. serait intéressé. Alors, pour le coup, je pense que ce serait une très bonne recrue pour Marseille, parce que c'est quand même un joueur qui a du talent, et je pense qu'en Ligue 1, j'espère pour lui qu'il sera capable de mettre sa quinzaine de buts, parce que s'il n'arrive pas à mettre une quinzaine de buts en Ligue 1, vraiment, il va falloir se poser des questions sur son talent. Mais par contre, oui, il n'a plus rien à faire à Arsenal. Merci pour les travaux, euh, mais il faut que tu Ok. partes. En revanche, en revanche, il nous faut un neuf parce que je le répète, Havertz, de toute façon, je pense qu'Havertz lui-même, tu lui demandes son poste, lui-même, il n'est pas capable de répondre. Donc ça, c'est un problème, c'est un problème. Il ne peut pas faire toute la saison en tant que numéro 9, même s'il a montré de belles choses. Toute une saison avec Havertz en 9, c'est compliqué. Et Jesus, mon mari, Jesus, il a des genoux en carton, donc c'est un match sur deux. Donc il nous faut aussi une pointe à ce niveau-là, une référence, pardon. Et lorsque l'on Parce que l'aura, rappelons qu'on a Nelson, Trossard, bon, Nketiah qui est probablement partant, Gabriel Jesus, Havertz, Saka, Martinelli. voilà, sachant que Martinelli Trossard à gauche, ok. Que Saka a besoin d'une concurrence plus féroce que Nelson, parce que Nelson, c'est visiblement Arteta ne lui fait pas confiance suffisamment en Ouais. tout cas, et que en Après, je plus, pense que c'est une pointe qu'il nous faut. ouais, ouais, et que voilà, moi je le dis depuis un petit moment, c'est une pointe qu'il faut, parce que encore une fois, Jesus, on l'adore tous, mais c'est un match sur deux et encore, un match sur trois, je dirais même, et Havertz rend service, mais sur toute une saison, surtout sur les matchs à très haut niveau, c'est plus compliqué. Je Louis, suis un t'as peu plus des. je suis un peu plus partagé, moi, sur. Alors, je pense qu'effectivement, Arsenal a besoin d'un attaquant, mais est-ce qu'il nous faut un attaquant de pointe ou un ailier droit pour concurrencer Saka? Je suis un peu plus partagé parce que Saka ne pourra pas éternellement enchaîner autant comme il a fait la saison dernière sans avoir un gars derrière lui. Parce qu'aujourd'hui, le profil de Saka, il est unique au club. Il y a personne qui est derrière lui. Et je pense que c'est important aussi d'avoir un profil enfin, un joueur derrière lui qui a le même profil que Saka, parce que Saka ne pourra pas enchaîner éternellement comme il a fait la saison dernière. Donc pour moi, est-ce qu'il nous faut un neuf ou un ailier? Je suis un peu plus partagé. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des infos qui traînent, qui circulent pour l'instant, ou est-ce que, comme moi j'ai l'impression que de ne rien voir, il n'y a rien d'annoncé ou de prise de contact On parlait pas mal de Guillaume Quérez, pour le coup, qui est un attaquant de pointe, l'attaquant du Sporting, clause libératoire à 100 millions d'euros. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. On parlait aussi d'Osimhen, clause libératoire à 100 millions, plus de 100 millions, 120 millions d'euros. Donc pareil, c'est en stand-by. En termes d'ailier, on n'a pas vraiment d'ailier à part Nico Williams, mais le deal est très compliqué. Donc pour le moment, le niveau, enfin, le chantier de l'attaque est un peu en stand-by. Je pense qu'on va attendre la fin du mercato pour voir s'il y a des opportunités à ce niveau. Parfait. Alors du coup, on va continuer à suivre tes articles sur le site Arsenal French Club, Louis. On continuera à en parler sur les prochains épisodes à suivre sur le mercato. Messieurs, merci pour votre participation, c'était vraiment cool. À nos auditeurs, pensez à nous suivre, à nous liker, à nous donner de la force et à commenter, etc. Et puis, messieurs, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Peace. Merci, salut, ciao.